De la semaine, décryptée par nos éditorialistes que je vous présente ce soir. Merci d'être avec nous. Martine Laroche-Joubert, grand reporter à France 2. François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Vincent Hugeux, vous êtes grand reporter à l'Express. Et puis Ziad Limam, vous êtes directeur d'Afrique Magazine, dont les 2 derniers numéros d'ailleurs parlent de la guerre au Sahel. On va parler ce soir de l'Égypte en révolution permanente, une semaine après des violents affrontements. Ce sont les plus violents affrontements depuis l'arrivée au pouvoir de Mohamed Morsi. Vous découvrez d'ailleurs des images en direct du Caire, à proximité du palais présidentiel, donc des affrontements toujours en cours ce vendredi soir. Nous parlerons également du débat qui agite la France, le débat sur le mariage gay, avec ces discussions houleuses entre la droite et la gauche à l'Assemblée nationale. Mais on va commencer par le Mali où François Hollande se rend ce samedi. Le président français qui est attendu à Bamako, mais aussi dans le nord du pays. Après une semaine d'avancées spectaculaires sur le terrain, il sera en compagnie de 3 ministres. Alors pourquoi se rend-il maintenant au Mali? Écoutez la réponse du président lui-même. Je vais au Mali demain pour dire à nos soldats tout notre soutien, tous nos encouragements, toute notre fierté. Je vais au Mali demain pour permettre que les Africains viennent le plus vite possible nous rejoindre et leur dire que nous avons besoin d'eux pour cette force internationale. Je vais au Mali aussi pour qu'il y ait un dialogue politique qui puisse permettre que le Mali, après avoir chassé les terroristes, puisse retrouver la stabilité et l'esprit de concorde. Alors François Hollande qui se rend au Mali alors que les combats ne sont pas terminés. Vincent Hugeux, vous étiez encore, vous êtes rentré hier du Mali, vous étiez encore sur le terrain. Est-ce que ça vous a surpris qu'il se rende aussi vite au Mali? Pas du tout, d'abord parce que je l'ai appris sur place, car il y a les éléments précurseurs qui accompagnaient l'amiral Édouard Guillot, le chef d'état-major des armées, venu en visite éclair à Tombouctou, et donc j'ai compris à ce moment-là que quelque chose était en train de se mettre en place à très brève échéance. Je crois très simplement qu'il est dans son intérêt, sans cynisme aucun, de capitaliser à l'instant T, puisque la première phase de la campagne militaire a indéniablement été un succès. On verra ce qu'il en est de la seconde phase, on en parlera sans doute. Effectivement, en une semaine, les 3 grandes villes du Nord, même si Kidal, c'est pas encore tout à fait fait, mais les 3 grandes villes du Nord ont été quasiment reprises. Non, je pense simplement qu'il y va 48 heures après ce qu'aurait fait Nicolas Sarkozy dans des circonstances analogues, quoi. Donc rien de bien surprenant. Pour le reste, dans le message qu'il vient de délivrer, il y a aussi toute la difficulté de la tâche. C'est-à-dire quand il évoque par exemple la Concorde, bon courage. Parce que après la guerre, il y a l'après-guerre, le cas échéant, la paix, ou quelque chose qui y ressemble. Et on sait très bien d'ores et déjà que ce qui n'a jamais été réussi au Mali depuis des décennies, avec différents avatars de la rébellion touareg, ce qui n'a jamais été réussi jusqu'à maintenant, il va falloir l'accomplir aujourd'hui, alors que les écueils objectifs sont infiniment plus impressionnants qu'ils ne furent jamais. Et par exemple, cette séquence guerrière que l'on vit en ce moment a considérablement creusé le fossé entre les communautés. Il y a, et on le sent très bien lorsqu'on voyage dans le pays, qu'on discute à chaque village, un ressentiment massif vis-à-vis des Touaregs. Il y a surtout des amalgames. C'est-à-dire qu'en gros, on vous dit « Ah, tous les Touaregs sont des complices des djihadistes ». De fait, ils ont objectivement, peut-être par candeur, contribué à l'entrée du loup djihadiste dans la bergerie. Mais pour autant, il est clair que cet amalgame est injuste. Il y a plusieurs ONG qui font état d'ailleurs d'exactions contre certaines populations touareg ou assimilées ou supposées complices des djihadistes. Ils sont perçus comme tels. Par ailleurs, je me souviens, il y a moins de 48 heures, avoir été témoin d'une séquence de pillage dans Tombouctou. Et lorsque j'ai interrogé les pillards, effet d'aubaine, on sort avec un lave-vaisselle rouillé, avec des boulons, des carrelages, tout ce qu'on voudra. Ils disaient « Ah, tous ces magasins-là, toutes ces échoppes appartiennent à des morts, donc des Arabes. Donc, mécaniquement, ce sont des supplétifs des djihadistes, donc je suis légitime à aller piller ce qui reste. » Donc tout ça, ça va être à construire. Et avant d'arriver dans cette phase politique, il faudra aussi résoudre donc, la seconde phase militaire. Et qu'on sait très bien, mais ça, on le dit et on l'écrit depuis des mois, qu'il y a eu un reflux vers l'extrême nord du pays et que l'affaire n'est pas nécessairement réglée. Justement, l'affaire n'est pas nécessairement réglée. Est-ce que c'était pas trop tôt, tout simplement, d'y aller maintenant, François Dorcival? C'est risqué ce genre de déplacement. Ça fait peut-être un peu triomphalisme avant l'heure. Non.
pour quelques remarques, simplement pour compléter le fond de décor que vient de très bien décrire Vincent. Premièrement, le président de la République y va en l'annonçant, puisqu'il l'annonce dans une déclaration publique aujourd'hui. Il est vrai que l'information avait paru, mais il le confirme publiquement. Quand on allait en Afghanistan, quand le président de la République allait en Afghanistan, on ne le savait qu'une fois sur place. Ça signifie qu'il estime que, même à Tombouctou, il y a une sécurité suffisante pour que le président de la République française y soit. Deuxième remarque, il est également vrai que jusqu'à présent, l'armée française a bousculé tout le dispositif des djihadistes, mais sans échange de coups de feu, avec des bombardements de l'armée de l'air qui ont détruit leurs maisons, leurs dépôts, leur concentration de carburant, etc., de munitions et autres, mais il n'y a pratiquement pas eu de combat. Ça veut dire qu'en effet, les forces que nous avons à repousser ont elles-mêmes fui vers le nord, mais qu'elles continuent d'exister. D'où l'appel de François Hollande à l'ensemble des armées africaines pour que celles-ci arrivent par contingent suffisamment vite pour contrôler le terrain. Ziad Imam, ces forces africaines qu'on attend, ça c'est le grand point d'interrogation. Est-ce qu'il y en a 3000 pour l'instant, beaucoup de Tchadiens, de Nigériens, on en attend 6000 au total, je pense. Est-ce qu'on peut espérer qu'ils soient présents rapidement? C'est ce qu'on attend depuis plusieurs semaines finalement. Ils seront présents d'autant plus rapidement que les promesses de dons, de financement qui ont été annoncées en parallèle du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba vont se mettre en place. Et je pense que c'est l'intérêt de tout le monde, des Français en premier, d'avoir une force, j'allais dire, politiquement authentique qui permettent d'africaniser ce problème, qui est un problème africain, et donc de mettre des troupes à l'heure. On pourrait rentrer dans le détail. Il y a un certain nombre de pays qui eux-mêmes ont une problématique vis-à-vis du djihadisme, par exemple les Nigérians qui sont confrontés à Boko Haram, est-ce qu'ils ont très envie d'avoir un front intérieur qui se rouvre? Les Tchadiens qui sont des soldats du désert très aguerris mais dont tout le monde se méfie, donc les Maliens disent mon Dieu, comment on va faire avec 2000 Tchadiens dans le pays? Donc il y a toutes sortes de problèmes qui vont être liés à la MISMA. Le déferlement monétaire aussi, c'est jamais très bon pour des pays fragiles en situation post-conflit ou conflit. Donc on va voir comment tout ça va se passer. Et le deuxième chapitre, en dehors des djihadistes, c'est la situation politique intermalienne dont on parle peu. Il y a la réconciliation dont tu parlais très bien, Nord-Sud, mais qui est un problème historique, mais il y a la situation du pouvoir politique Bamako, après un coup d'État, après la chute d'un régime qui était soi-disant une des vitrines démocratiques qui a disparu en quelques heures, comme si ça n'avait jamais existé. Il y a un consensus politique à retrouver au Mali qui va être extrêmement compliqué à faire. Il y a des élections organisées. Oui, et puis aussi. on ne voit pas, je dis ça pour mes amis qui sont là-bas, on ne voit pas une personnalité qui pourrait incarner une espèce de sursaut national qui pourrait fédérer un peu tous ces Malis différents, toutes ces ambitions. C'est quand même un pays qui est à reconstruire, j'allais dire, institutionnellement, politiquement, autour de valeurs acceptées. Je sais pas, on pourrait aussi parler, pourquoi pas de fédéralisme au Mali. Personne ne pose des questions comme ça, mais il y a un vrai débat de reconstruction qui va être long et qui va être parallèle à la présence d'une armée française, à la présence des djihadistes, à la présence des Africains. Tout ça, ça va être une grande aventure. C'est pour ça que nous, on titre la Grande Guerre du Sahel aussi, parce que on parle pas beaucoup du Niger, mais on pourrait en parler. On parle pas de la Mauritanie, mais on pourrait parler de l'Algérie. Enfin, tout ça, ça va englober tous les pays de la région. Et donc, c'est une aventure de longue haleine. Et pour François Hollande, moi, je pense que c'est quelque chose qui va marquer son septennat. C'est-à-dire que ça va durer 1 an, 2 ans, et que sa capacité de chef de guerre dans cette histoire va être testée. Et justement, pour ça, François c'était Hollande, la partie la plus facile, pardon. Pour François Hollande, Martine Laroche-Joubert, le fait d'y aller aussitôt, finalement, est-ce que c'est parce que la guerre est encore très populaire et que finalement, il vaut mieux ne pas attendre qu'il commence à y avoir des accusations d'exaction, que la situation s'enlise, devienne compliquée? Oui, ça me semble assez normal qu'il y aille maintenant, parce que jusqu'à présent, c'est un succès. Donc, il est assez normal qu'il y aille. Maintenant, pour la suite, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, parce que moi, je vois mal les troupes africaines entrer dans les massifs montagneux où se sont repliés les combattants islamistes. Je les imagine mal entrer là-dedans et les poursuivre. Je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être, ce sont les Français qui vont peut-être faire ça. Peut-être, j'imagine, des commandos peut-être venus du Burkina Faso et qui vont faire des opérations très ponctuelles, qui vont... Voilà, j'imagine plutôt que ça va se passer comme ça dans le futur. Quand Laurent Fabius dit « nous allons partir rapidement », on n'en croyait pas un mot. Évidemment non. J'en ai discuté avec plusieurs officiers sur place qui, dans le meilleur des cas, expliquent qu'il y aura de manière graduelle un changement de format.
Mais il est évident qu'on ne franchit pas le Rubicon pour y pêcher à la ligne. Donc si on part maintenant, on crée un immense vide, Là, c'est le Niger. un vertige, absolument. Et il se trouve que on risque de perdre en quelque sorte les acquis. Il y a quelque chose de surréaliste, même militairement, parce qu'au fond, la métaphore, à mon sens, qui fonctionne le mieux, elle est pugilistique. Vous avez un boxeur plus musclé avec une meilleure allonge, l'armée conventionnelle française. Vous avez un adversaire nerveux, mobile, mais enfoncé par le rapport de force initial et qui court, qui esquive vers le fond du ring. Le problème, c'est que le ring, il est vaste comme la France et que jusqu'à maintenant, les cordes du ring étaient distendues et élastiques. Ce qui est intéressant, c'est que l'Algérie, par exemple, a promis en tout cas, la Mauritanie et le Niger le feront également et ont commencé de le faire, de resserrer les cordes du ring pour justement empêcher d'avoir une sorte de vase d'expansion et des replis sanctuaires dans ces pays respectifs. Donc c'est pour ça que la messe, si je puis me permettre, n'est pas dite, car il y a cette deuxième guerre à gagner aussi. On manque d'infos, Vincent, parce que d'abord, on a beaucoup de mal à savoir quel était le danger djihadiste avant l'intervention française. Ils ont pris des villes qui ont été capturées en rien du tout, mais il n'y avait plus d'armée malienne. Il y avait un tel désert en face, un tel néant militaire en face, qu'on ne sait pas exactement ce que représentent ces katibas. Est-ce qu'on parle de 200 personnes, 500 personnes, 1000 personnes? Ça, c'est un. Deux, les Français ont fait preuve d'une certaine efficacité militaire. Oui. Pour une armée qui n'avait pas fait ça depuis un certain temps, des bombardements ciblés avec des avions quand même qui ne sont pas des petits avions, c'est des Mirages ou des Rafales. Donc il y a eu une puissance de feu qui a été abattue sur ces gens-là, en plus de manière très rapide. C'est-à-dire que sidération, je pense, en 24 heures, je pense qu'on a ratatiné tout ce qu'on avait en termes d'informations, de dépôts, ce qui prouve aussi que c'est une opération dont on a dit plusieurs fois sur ce plateau qu'elle était préparée depuis des mois. On ne peut pas faire ça en 5 jours. Donc tout ça, on ne sait pas. C'est pour ça que de dire la deuxième phase, oui, c'est possible, ils vont peut-être se tanker dans les montagnes, mais la fermeture des frontières, le bombardement des montagnes, tout ça, je suis plus inquiet, moi, par l'aspect politique de la crise que par l'aspect militaire de la crise. Je pense que les coups qui ont été infligés aux troupes entre guillemets djihadistes, acmistes, etc., ont été assez lourds. Mais parmi les énigmes, très brièvement, parmi les énigmes, que reste-t-il du potentiel en question? On sait qu'il y a un certain nombre de pick-up, par exemple, qui ont été anéantis, pulvérisés. On sait qu'il y a eu des morts. On ignore d'ailleurs le nombre. Mais est-ce qu'il y a là une stratégie délibérée de refus du combat pour tenter peut-être de se réorganiser sur un autre mode de guerre asymétrique, de type raid, etc. Ou est-ce que, effectivement, ils ont été terrorisés par la puissance de feu déployée? Il faut ajouter un mot à ce que vient de dire Vincent, c'est le début des opérations d'Afghanistan. En Afghanistan, il y a eu du combat. Il y a eu du combat violent. Mais les talibans ont dégagé la totalité du pays. Au mois de décembre 2001, l'ensemble de l'Afghanistan était libre de tout taliban. Et puis c'est ensuite qu'on les a vus réapparaître par le Pakistan, par l'Iran, par les pays environnants, et qu'on les a vus se livrer à une guerre de guérilla. Il y a quand même un aspect d'extraterritorialité dans le djihadisme qui est important. En Afghanistan, le talibanisme est quand même, j'allais dire, a des répercussions ethniques, régionales, etc. Là, il y a quand même des gens qui viennent beaucoup de l'extérieur et qui se sont impliqués dans un conflit intérieur. Dernier point, les Touaregs, dont on a toujours tendance à dire qu'ils sont que d'un côté de la situation, c'est pas aussi simple que ça. La culture touareg est dans tout le Mali. Oui. On trouve une communauté touareg très influente dans toutes les grandes villes du Sud, très loyale. Alors ils sont montrés du doigt, ce qui est extrêmement dangereux, même dans des grandes villes comme Bamako, parce que effectivement ça va vite, la catégorisation. Et même les Touaregs du Nord indépendantistes sont maintenant dans une espèce de scission absolue entre ceux qui sont pro-djihadistes et qui ont quand même été sérieusement esquintés, et puis on a un nouveau mouvement qui vient d'apparaître, qui reprône un dialogue avec le gouvernement central. Donc c'est une situation extrêmement mouvante. En ce qui concerne les Touaregs, c'est vrai qu'il y avait plein de jeunes Touaregs. Ils n'ont plus de travail aussi. Le Nord a été complètement laissé à l'écart. Il y a eu des sécheresses, ils ne peuvent plus faire d'élevage. Il ne faut pas oublier que les djihadistes, ils pouvaient faire du social, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils pouvaient leur dire, engagez-vous dans nos rangs, vous aurez $100 par mois, ce qui est à peu près la solde qu'ils donnent. Au bout de 6 mois, le jeune Touareg pouvait éventuellement penser à revenir chez lui, se marier, au fond. Vous voyez, donc parmi les Touaregs, ce ne sont pas des fous de Dieu comme on pourrait le croire, pas du tout, pas du tout. Souvent, certains y sont allés uniquement parce que voilà, c'était leur intérêt vital, en quelque sorte, pour avoir de l'argent, pour finalement, dans leur esprit, pouvoir mener une vie assez normale. Ça, c'est très très juste, et dans la mémoire, entre guillemets, coloniale, mais bon,
qui sont les Européens qui sont là, les Français qui ont une mémoire coloniale, bientôt des Espagnols, des Allemands, des Anglais, donc tous ceux qui ont une mémoire coloniale. Les Touaregs ont toujours été considérés par les Français comme des tribus qu'il faut respecter et avec qui il faut avoir des accords, après les avoir affrontés. La colonisation, ça a été ça. Ce qui a brouillé les écrans radars quand même, c'est le fait qu'il y a eu la création de Ansar Eddine par Iyad Agrali, un Malien Touareg. Oui, donc il est évident que ça nuit considérablement à cette image historique et séculaire. Je veux juste ajouter un petit mot pour terminer ce dossier sur le Mali. Il n'y a pas que la France qui prend au sérieux ces menaces terroristes et cette deuxième phase de lutte contre le terrorisme au Sahel. Il y a les Américains et cette annonce d'une base de drones au Niger. On a vu David Cameron rendre visite en Algérie. C'était la première visite d'un Premier ministre britannique dans ce pays depuis l'indépendance. Est-ce que vous pensez que les Américains, les Britanniques ou d'autres, on attend depuis longtemps, les Européens vont se joindre aux efforts français? C'est un théâtre global. Alors après, il faut que chacun définisse ses intérêts à court terme, ce qui est toujours le problème dans nos coalitions occidentales, c'est que chacun a son agenda perso. Mais la situation sécuritaire au Sahel est un défi global pour l'Occident. Ça, c'est très clair, et pour les pays de la région. Donc, que les Anglais... Cameron a même parlé d'un défi générationnel en parlant du djihadisme de l'Afrique du Nord. Donc il dit qu'il y en a pour 20 ans en gros. Donc on voit très bien que c'est quelque chose qui va impliquer les Américains, les Anglais, les Français, les Allemands, les Espagnols et les Africains. C'est toujours la même discussion. On oublie tout à fait qu'il y a un Niger, une Mauritanie, un Tchad et que tous ces pays aussi vont faire partie de cette guerre, parce qu'on peut quand même l'appeler comme ça. Ça va durer, les infiltrations, les tentatives de déstabilisation au Niger, il y en aura, parce qu'il y a l'uranium, parce qu'il y a les richesses, parce qu'on est quand même à 2 heures du golfe de Guinée. Il ne faut pas oublier aussi qu'on n'est pas loin du pétrole, on n'est pas loin du Nigeria, on n'est pas loin de la Côte d'Ivoire. Tout est là. 2 heures de vol. Les Américains ont cru un temps que ceci pouvait être circonscrit comme une affaire française. Eux avaient plutôt les yeux tournés vers la Corne de l'Afrique, vers la Somalie, et puis vers le Nigeria, etc. Là, ils se sont aperçus qu'effectivement, il y avait le djihad global. Un point, ils ont aussi tiré des enseignements amers, comme les Français d'ailleurs, des millions de dollars engloutis dans des opérations de formation des forces maliennes, dont on a vu d'ailleurs que certaines des élites avaient passé de l'autre côté avec armes et bagages. On va faire une petite pause, on se retrouve dans quelques minutes.